L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. LeBron aux Sixers, franchement, ça ressemblait encore à un fantasme de fan il y a à peine une semaine, mais aujourd'hui, impossible de balayer comme ça, d'un coup, tout à fait cette rumeur. Avant de commencer, même si les sondages Instagram sont en pause cet été, venez quand même me suivre là-bas, ça reste le réseau où je suis le plus actif, celui où je vous réponds le plus, et celui où vous pourrez être au courant de toute l'actu de cette chaîne. Et tant qu'on y est, si vous aimez mon contenu, pensez aussi à vous abonner ici, parce que je suis en train de vous préparer un gros projet pour cet été, et franchement ce serait dommage de passer à côté. Mais ouais, aujourd'hui on va se poser sur un dossier qui a vraiment changé de gueule ces derniers jours, LeBron James aux Sixers. Alors je vous calme tout de suite, je suis pas en train de vous annoncer une signature, ni même de dire que Philly est favori. Au départ, pour moi, ça ressemblait surtout à un délire sans vrai fondement, sauf que depuis, Jaylen Brown est arrivé, Anthony Simons aussi, Dean Wade également, Rich Paul a parlé, et LeBron n'a toujours pas choisi. Là, forcément, tu peux plus ranger ça dans la case montage journalistique un peu marrant. Donc on va regarder ça sérieusement, ce qui rend la piste crédible, ce qui pourrait bloquer encore, et pourquoi justement le dossier Philly pourrait faire réfléchir LeBron. Allez, installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un scénario qu'au départ je trouvais presque trop beau pour être vrai, et qui pourtant aujourd'hui commence peut-être à tenir debout. Pour commencer, je vais être honnête avec vous, quand LeBron a dit qu'il allait quitter les Lakers, Philadelphie n'était pas du tout en haut de ma liste. Pas parce que l'idée était ridicule, Embiid et Maxey évidemment que ça donne envie, mais à ce moment-là c'était encore trop léger. Quelques connexions, le vieux dossier 2018 où James avait les Sixers dans sa shortlist, une fanbase qui commençait déjà à faire des montages, ok, mais ça manquait de concret. Et quand on parle d'un LeBron qui sort encore d'une saison à plus de 20 points et 7 passes, il me fallait plus d'arguments. Sauf que depuis, il y a eu un déclic, et le déclic, il s'appelle Jaylen Brown. Son arrivée change tout. Avant, Philly pouvait vendre Embiid, Maxey, VJ Edgecombe et une base excitante, mais avec beaucoup de si. Avec Brown, on parle d'un ailier star dans son prime, champion, MVP des finales, capable de tourner autour de 29 points, presque 7 rebonds, 5 passes et d'exister des deux côtés du terrain. Et il arrive dans un contexte assez piquant. Il sort de Boston après une saison où il voulait prouver qu'il pouvait être le patron sans Tatum individuellement, et il l'a fait. Mais les Celtics, visiblement, lisaient son impact autrement. Et là, le scénario change. LeBron ne viendrait plus sauver Philly, il viendrait compléter un truc qui existe déjà. Le souci, c'est que même si au premier abord, ça peut être fort, il resterait quand même pas mal de nœuds à démêler. Brown peut débarquer à Philly avec une vraie envie de prouver que Boston s'est trompé. Le mec a porté l'équipe, il a fait sa meilleure saison, il a fini très haut dans la course au MVP, et derrière, il a quand même été transféré. Donc oui, il peut arriver avec du feu dans le ventre, sauf qu'à côté, t'as Embiid, l'ancien patron, Maxey, qui a pris une place énorme quand Joel était blessé, et maintenant Brown, qui ne vient sûrement pas juste pour faire joli sur la photo de groupe. Et c'est peut-être justement dans ce contexte que l'arrivée de LeBron James pourrait paraître encore plus intéressante. Avec Brown, les Sixers peuvent lui vendre un pitch beaucoup plus fort. Tu viens, tu ne portes pas tout, tu ajoutes ton cerveau et ton expérience à un groupe qui a déjà Embiid, Maxey et Brown, et ton rôle pourrait même dépasser le terrain. Dans un vestiaire où plusieurs gars peuvent se dire « Attends, moi aussi je dois avoir le ballon, moi aussi je dois compter », LeBron peut devenir celui qui calme le jeu. Et en vrai, rien que cette phrase, elle change déjà tout, surtout qu'il ne faut pas réduire l'été des Sixers rien qu'à Jaylen Brown. Anthony Simons apporte du scoring, du tir, de la création et surtout des minutes offensives quand les stars soufflent. Dean Wade c'est moins sexy mais utile, taille, défense, spacing, pas besoin du ballon, même Hugh Porty vient épaissir un peu la raquette. Aucun de ces moves ne règle tout seul le projet, mais ensemble ils racontent un truc clair. Philly n'attend pas que LeBron tombe du ciel, ils ont déjà commencé à construire une équipe prête à gagner. Mais on le sait, aligner les gros noms et les gros égos, ça fonctionne rarement comme une potion magique en NBA. La sortie de Brown sur les analytics, elle raconte bien ce petit fossé. Quand il dit en gros que les stats avancées ruinent le jeu, c'est pas juste un discours de joueur vexé. Lui se voit comme un joueur majeur, un gars qui gagne, qui défend, qui assume. Boston, visiblement, regardait aussi les trucs moins visibles, les pertes de balles, les possessions gâchées, le net rating, tout ce qui ne saute pas forcément aux yeux quand tu regardes juste les points, les rebonds et les passes. Et ça, c'est typiquement le genre de détail qui peut compter pour LeBron, parce qu'à 41 ans, il voudrait pas arriver dans une équipe en chantier. Avant Brown, le pitch de Philly était attirant mais un peu fragile. Embiid, quand il est là, c'est monstrueux. Maxey, offensivement, c'est déjà du très haut niveau. Edgecombe apporte de la jeunesse, de l'énergie, de l'explosivité. Mais pour convaincre LeBron que c'est une vraie dernière chance de bague, je trouvais ça encore limite. Avec Brown, les perspectives changent. LeBron ne viendrait pas sauver les Sixers, il viendrait ajouter la dernière couche. La lecture, le calme, l'expérience, et peut-être aussi ce truc qui évite à une équipe de partir en mini-guerre froide dès que les rôles deviennent flous. Et pour un joueur de cet âge-là, avoir un vrai rôle dans une équipe compétitive, c'est pas juste du confort, c'est limite une condition. Derrière Brown,
Philly a aussi ajouté des profils qui comptent, on l'a dit. Simons n'est pas une superstar, mais c'est un vrai scoreur NBA, capable de créer son tir et d'éviter les gros trous d'air offensifs. Wade, c'est moins clinquant, mais dans une équipe de stars, ce genre de joueur vaut cher. Taille, tir, défense, pas besoin du ballon. Brown te donne le plafond, Simons te donne du feu, Wade te donne un peu d'équilibre. Pour LeBron, le message est simple. Non, il n'arriverait pas dans un chantier, il arriverait dans un roster ambitieux. Et je pense que c'est exactement ça qui peut le faire réfléchir. À Los Angeles, LeBron devait encore souvent remettre de l'ordre partout. À Philly, l'idée serait différente. Il pourrait être le multiplicateur, le cerveau final, le gars qui transforme une très bonne base en un truc vraiment effrayant. À ce stade de sa carrière, quand tu vas encore compter en playoff sans te cramer pendant toute la saison, ce contexte peut devenir très séduisant. Donc non, les Sixers ne sont plus juste une destination sympa. Maintenant, ils peuvent vendre à LeBron un effectif déjà armé. Autre chose, les connexions. Alors ce ne sont pas des preuves, on se calme, mais ce sont des petits ponts. Dans un dossier comme celui-là, la parole de Rich Paul pèse forcément. Il n'a pas juste balancé le nom des Sixers au milieu d'une liste avant de passer au nom suivant. Il a expliqué pourquoi ce roster pouvait attirer LeBron avec Maxey, Edgecombe, Brown, Embiid. Il n'a pas annoncé une signature, mais quand le camp LeBron parle d'une piste concrète, on peut la prendre au sérieux. À partir de là, tu peux toujours avoir des doutes, mais tu ne peux plus faire comme si cette piste n'existait pas. Maxey, c'est pas un détail non plus, il est chez Clutch comme LeBron, alors non, c'est pas une formule magique, on n'est pas dans Harry Potter version salary cap, mais ça veut dire que le camp LeBron connaît déjà l'un des joueurs centraux du projet Sixers, son rôle, son environnement, sa relation avec la franchise, son état d'esprit, et Maxey, c'est pas le 12e homme, c'est l'un des visages de Philly, un joueur respecté, un bosseur, un profil plutôt sain dans un vestiaire. À ce stade, LeBron ne choisit pas juste un 5 majeur sur NBA 2K, il choisit un environnement. Et puis, mine de rien, la présence d'Embiid, elle aussi, même en dehors du terrain, elle peut peser. Embiid et LeBron se connaissent aussi, ils ont fait les JO ensemble à Paris, Embiid avait déjà essayé de le recruter publiquement en 2018, et surtout, Philly avait vraiment pitché son projet au camp LeBron, avec une réunion à Los Angeles autour de Rich Paul, même si LeBron n'était pas présent. Ça ne veut pas dire qu'il rêve des Sixers depuis 8 ans, mais ça veut dire que cette franchise a déjà existé dans son univers. Donc Philly ne débarque pas de nulle part, c'est pas juste une destination qui a été générée à 3h du matin par ChatGPT. Même Mike Gansey, le nouveau GM, ajoute un petit truc au tableau. Le nouveau patron basket des Sixers arrive de Cleveland après un long passage chez les Cavaliers. C'est pas lui qui a construit les Cavs de LeBron, on va pas lui coller la bague 2016 sur le CV pour faire joli, mais il connaît cet environnement, il connaît les codes, et là ça commence à faire beaucoup. Maxey chez Clutch, Embiid, les rumeurs de 2018, Gansey, pris un par un, ces éléments ne suffisent pas, mais mis bout à bout, ça commence à faire une piste qui ne sort pas de nulle part. Donc non, je vous demande pas de croire que c'est fait, par contre, je vous demande de bien vouloir entendre que finalement, cette piste est peut-être beaucoup plus sérieuse qu'on ne veut bien l'entendre. Puis Rich Paul donne aussi le tempo, il n'a pas dit que LeBron allait signer aux Sixers, il n'a pas fait de Philly le grand favori caché du dossier, mais il les a laissés dans la discussion, et pas comme un nom lâché au hasard entre deux cafés, il a donné des vraies raisons basket. Alors oui, il a aussi parlé de Cleveland, Miami, Golden State, des Knicks, de Boston, de Denver, de Minnesota, donc Philly n'est pas seul, mais Philly est dans le groupe des pistes sérieuses. Donc la porte n'est pas grande ouverte, mais en parallèle, elle est loin d'être fermée. L'autre truc à surveiller, c'est le timing. Rich Paul a calmé l'idée d'une décision immédiate. Ça ne veut pas dire que LeBron va faire durer le feuilleton jusqu'à fin août, mais ça laisse tout le monde souffler. Les équipes restent attentives, le marché ne se fiche pas complètement, et Philadelphie continue d'exister dans la conversation. Parce que si on prend du recul, avec LeBron, on peut vite se rendre compte que chaque décision peut raconter une histoire différente. Cleveland, c'est la boucle émotionnelle, Miami, c'est la vieille maison des titres, Golden State, c'est le fantasme Curry, Philly, c'est moins romantique, mais c'est peut-être très concret, une équipe déjà armée, où LeBron pourrait ne pas tout porter. Rich Paul n'a pas ouvert le dossier en grand, mais il a quand même laissé assez d'espace pour qu'on regarde à l'intérieur. Maintenant, faut parler d'un truc un peu moins sexy, mais quand même indispensable. Est-ce que les Sixers peuvent vraiment payer LeBron ? Techniquement oui, il y a un chemin, mais on va pas faire genre que c'est dégagé, c'est un couloir de métro à l'heure de pointe. Philly est au-dessus du cap, au-dessus de la taxe, et est hardcapé au premier apron après avoir utilisé une partie de son exception pour signer Dean Wade. En clair, ils ont une limite dure autour de 209 millions, ils ne peuvent pas la dépasser, et ils n'auraient que quelques millions de marge avec une seule vraie place de disponible. Donc le sujet c'est pas est-ce qu'ils ont du cap space, non, le sujet c'est est-ce qu'un minimum vétéran peut se glisser sous cette limite. Là c'est le petit détail compta qui change tout, et pour pas vous embrouiller, je vais essayer de faire simple. Le détail c'est le minimum vétéran d'un an. LeBron toucherait un peu plus de 4 millions, mais dans les comptes de Philly, son contrat pèserait plutôt autour de 2,5 millions pour passer sous le cap, parce que la ligue rembourse une partie de la différence. En gros, ce que LeBron touche et ce que Philly prend dans son cap, c'est pas exactement la même addition. C'est ce petit mécanisme qui rend le scénario possible. Pas confortable, pas large, mais possible. Donc le problème, c'est pas juste est-ce que Philly peut le signer avec un contrat minimum, ça oui théoriquement, même si c'est serré. Le vrai problème, pour moi, il est beaucoup plus violent. Pour les Sixers, évidemment, c'est tout bénef. Tu ajoutes LeBron avec ton dernier spot sans exploser ta structure avec un impact contact faible. Tout est ok. Mais pour LeBron, c'est une autre histoire. Il sort d'un salaire autour de 50 millions et là, il faudrait tomber au minimum. Même milliardaire, même déjà champion, ça reste énorme. Et le plus fort, c'est pas seulement l'argent, c'est le symbole. Depuis 20 ans, son salaire raconte son statut. À Philly, il raconterait une mission. Et ça, pour LeBron, c'est pas une petite ligne en bas du contrat. Rich Paul a dit que la décision de LeBron ne serait pas guidée par l'argent, mais quand même, là, on parlerait d'un vrai sacrifice. C'est pour ça que le dossier est crédible, oui, mais pas gagné, loin de là. La question, pour LeBron, deviendrait beaucoup plus personnelle.
Est-ce qu'il est prêt à être payé comme un vétéran minimum pour vivre sa dernière grande aventure dans une équipe qui veut le titre? Surtout qu'avec ça, il y a un dernier petit caillou dans la chaussure qu'on oublie souvent quand on parle de LeBron, Bronny, son fils. LeBron peut choisir sa prochaine équipe, Bronny, lui, ne peut pas juste dire « Allez, je viens aussi », il est encore sous contrat avec les Lakers, autour de 2 millions et quelques avec son salaire garanti. Donc si LeBron veut continuer avec son fils ailleurs, c'est pas une simple signature, ce serait probablement un trade. Et comme Philly a déjà 14 contrats standards sur 15 possibles, si LeBron prend le dernier spot, il faut déjà bricoler, libérer un joueur, monter un petit deal avec les Lakers, envoyer le contrat de John Broome, repousser le sujet. Rien d'impossible, mais rien d'automatique non plus. Et quand t'es déjà juste, financièrement, obligatoirement, c'est toujours moins simple de bricoler. Bronny maintenant ne bloque pas tout, son contrat est petit, et une solution, là, je l'évoquais juste avant, par exemple avec un transfert de John Broome, peut toujours exister. Le vrai sujet, c'est la place. Dans un roster qui vise le titre, même le 15e spot est important, surtout dans un roster qui a toujours des manques derrière Joel Embiid. Hugh Porty, Bona, Broome, Barlow, c'est intéressant, c'est jeune, et ça peut dépanner au poste 5 sur certaines séquences. Mais si Embiid rate 30 ou 40 matchs, est-ce que tu veux vraiment faire confiance à ces gars-là en tant que titulaire? J'ai un doute, parce que soyons clairs, sportivement, Bronny ne répond pas du tout aux besoins réels des Sixers. Maintenant, faut être juste avec Bronny, c'est pas non plus un joueur totalement inutile, et les Lakers ont garanti son contrat, mais là, si on parle d'une équipe qui veut jouer le titre tout de suite, il reste plutôt un joueur de bout de banc. Il ne règle pas le poste 5, il ne sécurise pas les minutes sans Embiid, il vient surtout pour faire plaisir à LeBron. Donc oui, si LeBron insiste, les Sixers trouveront sûrement une solution, mais cette solution ne tombera pas du ciel sans sacrifice, ça impliquera un joueur à couper, un petit trade ou encore une autre priorité repoussée. Après, faut rappeler un truc, LeBron et Bronny ont déjà réalisé le symbole historique, ils ont déjà joué ensemble en NBA. Donc la question n'est plus vraiment est-ce qu'il faut accomplir ce rêve a déjà existé. La question, c'est plutôt est-ce que LeBron veut faire perdurer cette histoire au moins une saison supplémentaire. En gros, si LeBron vient seul, Philly a une certaine opportunité, s'il veut venir avec Bronny, ça implique une nouvelle gymnastique. Maintenant, si on revient juste au terrain, c'est quand même excitant. LeBron n'apporterait pas seulement un gros nom, il apporterait ce que Philly a trop souvent cherché en play-off, de l'ordre, du contrôle, un mec capable de calmer tout le monde quand le match devient haché. Et vu la hiérarchie possible de ce roster, ce ne serait pas du luxe. Embiid reste le patron historique, Maxey a pris énormément de place, Brown arrive avec un esprit revanchard, LeBron, lui, peut être le catalyseur qui met tout le monde à sa place. Et ça, franchement, c'est sûrement bien plus important qu'on ne veut bien le penser. Dans une équipe avec 3 gars qui peuvent se dire que c'est leur équipe, le vrai patron, parfois, c'est pas forcément celui qui prend le plus de tirs. C'est celui que tout le monde écoute quand le vestiaire commence à se tendre, quand le vestiaire commence à se chauffer. Et là, si t'ajoutes James dans ce vestiaire, avec son aura, directement, je pense que tout le monde saura qui suivre. Puis même sur le terrain, il peut mettre énormément d'ordre, parce que le LeBron de 2026, ce n'est plus vraiment la domination physique, c'est surtout la lecture. La saison dernière, il tournait encore à plus de 20 points, 7 passes, 6 rebonds, puis autour de 23, 7 et 7 en play-off, donc on ne parle pas d'un vieux sage qui vient uniquement raconter des anecdotes dans le vestiaire. Il peut encore produire, mais son vrai cadeau pour Philly, ce serait surtout la qualité des possessions, les fins de quart-temps, les sorties de temps mort, les séquences où Embiid se fait doubler, les moments où Maxey va trop vite. Et si tu l'associes avec un Embiid en bonne santé, les opportunités peuvent se multiplier d'un coup. Avec Embiid, l'image est assez simple. Au poste ou au niveau de l'elbow, il attire les aides, il aspire la défense. Si le ballon ressort vers LeBron dans cette petite seconde de panique, il peut trouver le corner, servir un cut, attaquer une défense qui hésite. Derrière, Maxey devient encore plus dangereux sur les close-out. Brown peut attaquer une défense déjà en retard. Simons peut punir de loin. Wade peut rester près dans le corner dans un rôle simple. Tout pourrait se fluidifier. C'est ce que j'appelle un multiplicateur. Il ne remplace pas le talent, mais il l'organise. Surtout qu'il y a aussi toutes les minutes sans Joel Embiid qu'il faudra gérer. Avec LeBron, tu peux donner une vraie identité à ces passages-là. Simons, des shooters, de l'énergie, et lui pour diriger. Pas pour rejouer comme en 2018, pas pour tout prendre sur ses épaules, juste pour lire, organiser, créer des tirs simples. En fin de match, c'est encore plus fort. Avec Embiid, Maxey et Brown, Philly a déjà plusieurs options. LeBron pourrait choisir la bonne et éviter que chacun parte sauver le monde dans son coin. Les Sixers ont les armes, lui, il pourrait donner le mode d'emploi. Pour moi, faut pas sous-estimer ce que son arrivée pourrait donner dans les moments tendus du côté de Philadelphie. Les Sixers ont souvent eu du talent, parfois même énormément, mais dans les gros matchs, on connaît trop bien la chanson, l'attaque a beaucoup trop tendance à se figer. Embiid force, les autres attendent, l'ambiance devient lourde et les adversaires savent exactement ce qui va se passer. LeBron ne rend pas tout magique évidemment, mais il sait faire un truc rare, ralentir un match, le calmer sans pour autant l'endormir. Donc oui, il y a des limites, mais on comprend vite pourquoi Philly veut se positionner sur le dossier. Sauf que bon, même si LeBron vient, Nick Nurse aura quand même pas mal de choses à gérer. LeBron ne réglerait pas tout, le 5 naturel de Philly aujourd'hui, c'est Maxey, Edgecombe, Brown, Wade, Embiid, et ce 5 a une logique, vitesse, énergie, puissance, point d'ancrage intérieur et spacing avec Dean Wade. Si LeBron arrive, qui sort? Probablement Wade, sauf que Wade c'est le joueur qui joue simple, il défend, il prend les tirs ouverts, il ouvre la raquette avec son tir, il ne vient pas réclamer le ballon toutes les 2 minutes. Avec LeBron, tu gagnes de la lecture évidemment, mais tu perds peut-être un peu de complémentarité. Le talent augmente, oui, mais on le sait, dans la NBA d'aujourd'hui, si t'as pas assez de spacing, tu meurs.
Un 5 Maxi, Edgecombe, Brand, LeBron, Embiid, sur le papier, ça crée des doutes. Talent pur, c'est énorme, mais en play-off, les défenses ne défendent pas les CV, elles défendent les vraies menaces. Si Edgecombe n'est pas encore respecté comme shooter, si Brand est maladroit de loin, si LeBron choisit ses tirs extérieurs, la raquette peut vite se refermer autour d'Embiid. C'est pour ça que le 5 le plus propre, au moins pour fermer les matchs, ce serait peut-être Maxi, Brand, LeBron, Wade et Embiid. Moins sexy, mais plus équilibré. Sauf que là, tu sors Edgecombe des fins de match alors que Philly veut justement miser sur son énergie, sa jeunesse, ses qualités athlétiques et sa défense. Donc oui, si LeBron vient, c'est un plus, mais faudra aussi trouver comment redistribuer les rôles. Puis l'autre limite, elle est toute bête. LeBron ne règle pas le poste 5 derrière Embiid. Hugh Porty, Bona, Broom, Barlow, on l'a dit, c'est intéressant, jeune, athlétique, mais ce ne sont pas encore des garanties. Si Embiid se blesse gravement encore, un pivot vétéran que tu recruterais sur ton 15e spot sécuriserait sûrement mieux ta saison régulière. LeBron en small ball 5, oui, tu peux le faire par séquence, pour changer de rythme ou attaquer un match-up précis, mais tu ne construis pas ton plan là-dessus, il a besoin d'être économisé lui aussi, et c'est pas en le faisant jouer pivot que tu vas le protéger. En gros, LeBron augmenterait le plafond, mais un vrai pivot vétéran au minimum comme Jonas Valanciunas par exemple sécuriserait peut-être mieux le plancher. Et en fait c'est pour ça que le dossier est hyper intéressant. LeBron aux Sixers c'est génial, oui, mais c'est pas non plus parfaitement propre. Ce serait puissant, excitant, intelligent, mais peut-être un petit peu bancal aussi. Cependant, les équipes championnes ne choisissent pas toujours le plan le plus propre, elles choisissent le déséquilibre qu'elles sont capables d'assumer. Au fond, la vraie décision de LeBron, elle est peut-être là, accepter une nouvelle version de lui-même. Aux Sixers, il ne serait peut-être plus le visage unique du projet, il ne serait plus payé comme le centre de gravité de la ligue, et il arriverait dans une équipe déjà très chargée avec Embiid, Maxi, Brand, des attentes énormes et une hiérarchie à clarifier. Pas forcément un problème, mais un truc à gérer. Cleveland lui vend la boucle émotionnelle, Miami lui vend Riley, Spoelstra, la culture hit, le fantasme du dernier braquage. Golden State lui vend Curry, Draymond, les meilleurs ennemis de sa génération, et peut-être plus d'argent qu'un simple contrat minimum. Il a l'embarras du choix finalement, avec plein d'options possibles. À côté de ça, Philadelphie vend un récit moins confortable, mais peut-être plus compétitif. Ouais, les Sixers vendent un truc moins romantique, le basket pur, Embiid, Maxi, Brand, Lest et une équipe où LeBron n'aurait pas besoin de porter tout le projet. Le problème, c'est le prix symbolique à accepter, le contrat minimum, et attention, l'argent n'est pas le critère numéro 1, ça veut pas dire l'argent ne compte plus du tout. Entre 10 ou 15 millions ailleurs et le minimum à Philly, c'est pas le même message. À Philly, son contrat ne serait pas signé pour le confort, il serait accepté pour endosser une mission. C'est pour ça qu'accepter le minimum chez les Sixers, ce serait envoyer un vrai message. Bien sûr que LeBron n'a pas besoin de cet argent pour vivre, on va pas pleurer sur son compte en banque, ça va aller. Mais en NBA, le salaire c'est pas juste un virement, ça représente aussi une statue, une manière de dire où tu te situes dans la hiérarchie de la ligue. Accepter le minimum, ce serait pas juste faire un effort, ce serait accepter que son salaire représente autre chose que sa legacy. Et franchement, ça rendrait le choix très fort. Pas évident à gérer, mais très fort. S'il choisit Cleveland, on comprend l'émotion. Miami, on comprend le retour là où il a gagné le plus de titres. Golden State, on comprend l'envie de jouer avec Curry. Mais les Sixers, au minimum, ça raconte autre chose. Ça voudrait dire qu'il est persuadé que ce roster lui donne une vraie chance de gagner. Ce serait pas forcément la plus belle histoire, pas le plus gros chèque non plus, peut-être même pas le choix le plus confortable pour son image, mais un vrai choix de basket pour gagner une 5e bague. Et à ce stade de sa carrière, peut-être qu'il n'a plus besoin d'être au centre de toute l'histoire. Il peut juste être la pièce finale d'un puzzle ambitieux. Donc la question, elle est presque existentielle pour la fin de sa carrière, et je comprends qu'il prenne le temps d'y réfléchir. Est-ce qu'il veut que son dernier contrat raconte encore son statut, ou alors sa dernière obsession de gagner? Au final, je veux vraiment garder la bonne nuance. Je vous dis pas que LeBron va signer aux Sixers, je vous dis même pas que Philly est favori. Je dis juste que désormais, cette piste a gagné en crédibilité. Avant Brand, c'était une idée sympa, mais fragile. Depuis les arrivées de Brand, Simons, Wade, les discours de Rich Paul, la présence de Maxi chez Clutch, les liens Gansey, Embiid, les rumeurs de 2018 et le minimum techniquement possible, tu obtiens un dossier cohérent. Pas une preuve, pas une certitude, mais franchement plus du tout un fantasme. Et honnêtement, si je suis Philadelphie, malgré les doutes, j'hésite pas longtemps. Si LeBron accepte vraiment le minimum, je le prends, je vais pas faire le malin pendant 10 minutes. Oui, c'est pas parfaitement propre, oui, Bronny peut compliquer le dernier spot, oui, le poste 5 derrière Embiid reste un vrai sujet, oui, tu devras peut-être passer 2 semaines derrière à réparer le fond du roster et à trouver des solutions pour le spacing. Mais un pivot vétéran, tu peux peut-être le trouver plus tard. Un joueur de rotation, tu peux bricoler. LeBron James au minimum, c'est pas une occasion qui se présente 2 fois. Après, je comprends totalement le débat, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. La vraie question, elle est là. Vous sécurisez le plancher avec un pivot vétéran, un roster plus propre, un truc plus logique, ou vous acceptez un peu de bazar pour faire exploser le plafond avec LeBron. Les Sixers n'ont pas besoin de lui pour être crédibles. Avec Embiid, Maxi, Brand, Simons et Wade, ils existent déjà. Mais LeBron peut les transformer en équipe que personne n'a envie de croiser en mai ou en juin, et c'est peut-être ça le point le plus important. Donc dites-moi franchement ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes les Sixers, vous tentez LeBron au minimum, ou alors vous sécurisez le roster avec un besoin plus évident, plus classique. Et côté LeBron, vous y croyez vraiment à l'énorme sacrifice financier pour une dernière chance de titre? Honnêtement, j'ai vraiment hâte d'avoir votre vision à ce sujet, parce que vraiment tout se défend, tous les points de vue peuvent être argumentés. Ensuite, vous connaissez, si la vidéo vous a plu, pensez vraiment à la
booster s'il vous plaît, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme et à lui donner de la visibilité. Enfin, abonnez-vous à cette chaîne aussi, parce que quand LeBron aura pris cette décision, j'espère bien être là avec vous pour vous en parler le plus vite possible. Allez, merci pour la force, merci d'être resté jusqu'au bout, et nous, comme d'habitude, on se retrouve direct pour débattre de tout ça dans la section commentaires.